dénoncer les violences sexuelles. C'est le thème sur lequel Charline Olivier a accepté d'intervenir avec nous. Un vaste sujet qui peut être traité de mille manières différentes, bien sûr. Et elle le fait à partir d'un sous-titre qui m'a beaucoup intéressé, Sortir de l'ombre. Ça, on peut être tous d'accord, mais elle le pointue très bien. Vers quelle lumière? C'est ça la question. Sortir de l'ombre, ça peut recueillir un accord, en tout cas un consentement plus ou moins général, mais la question c'est pour aller où? Pour montrer quoi? Pour dire quoi? Donc il va l'aborder, j'ai lu son article là-dessus, qu'il a gentillesse de m'envoyer. Il peut être mis à disposition sur le site Parti social s'il le veut. Mais Mhm. bon, donc il a, comme nous faisons dans ces conversations, une heure environ pour exposer ce qu'il voudrait exposer, suite à quoi poliment mais implacablement, nous lui poserons des questions. Charline, à toi. Alors, je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter cet article. Je l'ai écrit pour la revue Le Sociographe l'année dernière. Et j'ai effectivement eu envie de partir de l'histoire, en fait, de l'histoire et l'histoire du droit, parce que mon parcours professionnel fait que depuis pas mal d'années, je tourne en rond autour de la justice et l'histoire du droit. Je trouve que c'est très enseignant en fait de comprendre comment avant, très longtemps avant parfois, les choses ont déjà été pensées. Donc j'ai préparé un support visuel pour que ce soit plus agréable pour vous à suivre. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais le dérouler et puis en arriver à mon propos. Donc je voudrais qu'on commence par cette citation que je trouve magnifique et c'est aussi en ça que la parabole de la lumière et de l'ombre est intéressante. Gustave Thibon, c'est un poète. Il a écrit: ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Et je vais dérouler mon propos et vous verrez pourquoi j'ai choisi cette citation particulièrement. Alors, ce qui me semble important de commencer à échanger avec vous, c'est de rappeler ou d'apprendre, parce que moi, je ne le savais pas avant de faire des recherches, la reconnaissance des violences sexuelles, elle est ancestrale. Elle est aussi vieille que l'humanité, en fait. La question des violences, elle n'est pas contemporaine et si elle est devenue un enjeu de santé publique, l'objet de lois fondatrices, c'est un sujet transcendant toutes les disciplines, la sociologie, la philosophie, le politique, le social. L'humanité n'avait pas attendu le XXe siècle pour penser ces violences. Et donc 2 siècles avant Jésus-Christ, le roi Hammurabi en Mésopotamie, qui correspond à l'Irak aujourd'hui, il avait ordonné de graver sur des tablettes de basalte 2 articles de loi qui étaient déjà consacrés aux violences sexuelles, et notamment au viol et à l'inceste. Donc, je vous ai mis la représentation. En fait, c'est vraiment comme ça qu'étaient présentées les tablettes de basalte. Donc, c'est écrit évidemment tout petit. Et en fait, toutes les lois du royaume étaient présentées sur cette tablette qui a été retrouvée au XXe siècle. Et là, c'est le roi Hammurabi. Donc, en fait, déjà à l'époque, les premières sociétés humaines qui écrivent, qui se racontent, euh, disent des choses très précises par rapport à l'inceste, reconnaissent l'inceste. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment eux, à l'époque, ils reconnaissent l'inceste, mais ils en disent quelque chose de complètement différent d'aujourd'hui. Par exemple, dans ce royaume, un père incestueux qui, alors le terme traduit, c'est avait connu sa fille, était chassé de la ville. Il n'était donc pas tué, il était chassé de la ville. Par contre, un beau-père qui avait connu la femme de son fils, donc il y avait un beau-père qui allait avec sa belle-fille, hein, lui était condamné à mort. Violer sa fille, vous étiez banni. Violer votre belle-fille, vous étiez condamné à mort. Vous étiez lié et jeté à l'eau. Un père incestueux qui, après la mort de son père, aurait eu des relations sexuelles avec sa mère, donc on disait qui aurait couché dans le sein de sa mère, il était brûlé vif avec elle. C'est-à-dire que là, la victime potentielle de cet inceste, elle était passée à trépas comme celui qui avait commis l'inceste. Et on voit bien que dans cette réflexion autour de l'inceste, qui existe déjà 2 siècles avant Jésus-Christ,
la question du consentement, elle n'est pas du tout envisagée. C'est-à-dire que le fait de prendre ou pas contre le gré n'est pas du tout envisagé. Et ce qui, en fait, me justifie les premières lois qui régissent les relations sexuelles intrafamiliales, donc l'inceste, c'est vraiment lié à la gestion du patrimoine. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il fallait, c'était préserver les terres et les domaines. Et que donc, un père qui avait une relation sexuelle avec sa fille, il était banni, mais son royaume n'était pas atteint. Par contre, si on amenait de l'extérieur, si on amenait justement de l'exogamie, parce que le beau-père ou le gendre ou la belle-fille intervenaient, là, ils étaient condamnés à mort, en fait, parce que ça venait mettre le bazar dans la gestion du patrimoine. C'était vraiment la question de la pureté, de l'intégrité du patrimoine de la famille qui primait et pas évidemment la prise du corps. Et ce qui était très intéressant, c'est que si Hammurabi écrit ses premiers textes, c'est aussi parce que lui considère que rompre à l'ordre naturel, entre guillemets, c'est rompre à son autorité à lui. Donc l'inceste est reconnu, mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Elle est reconnue comme une atteinte à l'autorité du roi. Et donc si les violences sexuelles sont reconnues depuis 2 millénaires, c'est quand même pas rien, même plus. Pourquoi encore aujourd'hui le silence, la honte et le secret obscurcissent les regards? Si c'est acté depuis que le monde est monde que c'est interdit, pourquoi ce serait encore aussi honteux aujourd'hui? C'est ce que je vais essayer de vous développer. Alors, ce ne sont que des hypothèses, parce qu'on ne peut faire que des hypothèses. Je suis partie donc de l'histoire du droit, comme je vous disais, et en fait, il me semble que si on en est là encore à ce trouble et à cette gêne de parler de ces choses-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a comme un quiproquo en fait avec la question de la sexualité dans l'histoire. Alors je vous ai cherché une représentation de la sexualité dans la Rome antique. J'ai eu du mal à trouver une représentation qui n'était pas trop osée, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on a raison, hein, notre imaginaire, il est vraiment nourri par la profusion de représentations de la sexualité dans la Rome antique. Les calendriers, pour beaucoup voyager en Grèce ou dans l'Europe du Sud, beaucoup de pays encore mettent en lumière ces traces de leur art où la sexualité, les pratiques sexuelles étaient affichées au quotidien. La nudité, elle était sur tous les objets du quotidien, sur une brosse, sur les murs des belles maisons. C'était les pratiques sexuelles, les échanges, c'était quelque chose qui était visuel. Et en fait, ce qui est important et ce qui me semble être un début de réponse, c'est que on a à tort envisagé que les premières communautés humaines s'affranchissaient de toute règle morale et avaient une sexualité débridée avec n'importe qui, ce qui est complètement faux. Et alors, à tort et souvent sciemment, hein, des philosophes et des historiens, les siècles qui ont suivi, ont continué à véhiculer l'idée que, par exemple, dans la sexualité des Grecs et des Romains, le partage de la sexualité avec un enfant était admis. On a encore sur le monde grec et sur le monde romain des gens qui sont persuadés que la pédophilie était admise, voire encouragée. Et ce qui me semble important de rappeler, c'est qu'on ne peut pas transposer en fait en 2024 des réflexions sur la sexualité entre un enfant ou un adulte avec l'image qui a été véhiculée sur l'Antiquité, parce qu'en fait, à l'Antiquité, il n'y avait pas de période de transition. Il n'y avait pas d'enfance, il n'y avait pas d'adolescence. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire la pédophilie, c'est presque quelque chose de naturel parce que les Grecs ont appris aux jeunes garçons la sexualité en même temps que des cours de sciences politiques. On peut pas le dire comme ça parce qu'en fait, la période de transition, elle n'était pas liée à l'enfance ou à l'adolescence, mais à un statut de potentiellement marital en fait. Et les petites filles pouvaient être mariées dès 10-12 ans. Et les petits garçons, en fait, devenaient des hommes vers 7-8 ans. Ils commençaient à porter la toge quand ils faisaient partie des sociétés les plus élevées. Et c'était ça qui les rendait hommes. Donc on ne peut pas transposer. Les Romains avaient des relations sexuelles avec des enfants de 12 ans, sachant que 12 ans en 2023 ou 24 et 12 ans à l'Antiquité, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais ça a permis quand même de développer une esthétique sur la pédophilie qui a perduré encore
jusqu'à il y a très peu de temps, je trouve. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut plus dire, mais on a eu beaucoup d'artistes jusqu'à les années 70, 80, 90 qui ont utilisé en fait un peu cet imaginaire de l'apprentissage. Donc, en Rome antique, les violences sexuelles, là aussi, elles sont proscrites et elles sont légiférées. Et ce que j'ai découvert qui m'a vraiment fascinée, c'était qu'en fait, les sociétés humaines dans l'Antiquité, elles étaient donc inéquitables et inégalitaires. Là, on ne fait pas une révision de l'histoire, c'était inéquitable et inégalitaire. Et par contre, la réprobation des violences sexuelles, elle concernait toute la société. On avait déjà défini ce qu'était un tyran et ce qu'était un agresseur sexuel. C'est une traduction, hein, mais ils expliquent que les représentations traditionnelles du tyran font de celui-ci un être incapable de maîtriser ses passions, qui s'approprie les biens et les personnes, qui viole les épouses et les filles de ses sujets ou bien leurs fils. Et donc, si le clivage entre citoyen et esclave, il est parfaitement étanche, vous naissiez citoyen, vous aviez une vie fort agréable en tant qu'homme. Vous naissiez citoyenne, vous aviez une vie, vous étiez peut-être la reine de votre royaume, de votre domus, vous étiez celle qui guidait les esclaves, mais vous n'aviez pas de pouvoir. Et puis si vous étiez esclave, ce qui était donc 80% de la population à l'époque, vous n'aviez aucun pouvoir. Par contre, ce que les textes de loi disent déjà de l'époque, c'est que vous soyez esclave ou citoyen, on n'avait pas le droit de prendre votre corps. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui est transmis spontanément sur cette période. Donc la réprobation des violences sexuelles dans la Rome antique, elle concerne les hommes et les femmes, les individus libres pardon, et les esclaves. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à l'époque, on parle aisément de violences sexuelles sur les hommes. On le met au même niveau que des violences sexuelles sur les femmes. Et ce que je trouve très intéressant, donc les Romains, on va dire, on est 4-5 siècles après Jésus-Christ à peu près, entre le début de Jésus-Christ et le monde antique, en fait, il explique déjà le viol. C'est-à-dire que le mot viol, il est dit vis, mais il existe déjà. Et en fait, il est traduit ainsi: la force supérieure, la contrainte par laquelle une personne met une autre dans la nécessité physique de faire souffrir l'accomplissement d'un acte contraire à sa volonté, ou exerce une pression sur la volonté de cette dernière en lui inspirant la crainte. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus sur un rapport de violer, c'est atteindre à l'autorité, mais c'est bien atteindre au corps de l'autre, c'est de lui faire peur par la crainte, et c'est d'atteindre à son corps par la souffrance. Et en plus, il y a une ébauche de la question du consentement, parce qu'il est bien dit d'un acte contraire à sa volonté. Là, on est dans la Rome antique. Alors, on passe les siècles, hein, parce que dans mon article, je vais plus loin, mais ce serait trop long. Donc, on passe un peu les siècles. Et j'ai voulu aussi vous montrer ce tableau, donc le viol de Lucrèce, qui est un des 4 tableaux d'une série peinte par une artiste italienne au XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que de tout temps, dans toutes les civilisations, il y a eu une pensée ou une représentation des violences sexuelles. Alors, je vous fais juste une petite digression sur le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le viol existait aussi. C'était pas du tout la période sombre et barbare qu'on a pu d'abord donner comme image. En fait, par contre, quand vous étiez violé au Moyen-Âge, il fallait prouver, il y avait une reconstitution géographique, il fallait prouver que quand vous avez été violé, il y avait des gens qui étaient trop loin pour vous entendre. En fait, la victime devait prouver que même en criant, donc on lui demandait de crier, elle devait prouver que même en criant, personne autour n'avait pu intervenir et que donc elle n'avait pas apporté l'affront de cette violence sexuelle si personne n'avait pu intervenir. Alors, ce qui est assez singulier, c'est-à-dire c'était à la victime de prouver qu'elle avait été victime et elle n'avait rien fait pour que ça arrive. Donc, loin d'être quelque chose de si tabou, en fait, les sociétés humaines se sont appropriées la question des violences sexuelles, l'ont représentée par exemple, et cette artiste, cette femme peintre au XVIIe siècle, en fait, elle-même, elle avait été violée par son maître, son enseignant, et elle l'avait fait traduire en justice. C'est pareil, j'aurais jamais imaginé qu'une femme au XVIIe siècle puisse faire condamner un homme pour des violences sexuelles. Alors là, je vous ai mis en fait les condamnations qui évoluent au fil du temps.
Là, il l'avait donc violée à l'âge de 18 ans, même si 18 ans, ça ne veut rien dire, il n'y avait pas de majorité à ce moment-là. Il avait été condamné à 5 ans d'exil, une forme de bannissement. Donc pour clore cette première partie de propos, il me semble vraiment très très important de se rappeler que renvoyer l'humanité et la sexualité à une nature, à une pulsion, à quelque chose qui était possible aux origines du monde, c'est laisser supposer que les premières sociétés humaines s'encombraient de peu de moralité, et c'est une interprétation complètement faussée de l'histoire, parce que non seulement c'était une préoccupation, et c'était légiféré, même si c'était légiféré pour des raisons différentes. Et on peut voir que cette interprétation erronée, elle a permis une forme de justification d'une sexualité partagée avec des enfants, avec la notion d'apprentissage, et qu'un apprentissage bienveillant d'un adulte envers un enfant consentant, c'était pas de la pédophilie. C'est des propos terribles qui ont pu être tenus jusque dans les années 70 par Cohn-Bendit ou comme d'autres, en fait. Ça fait très peu de temps qu'on ne peut plus le dire ainsi. Mais pendant des siècles et des siècles, ça a été aussi véhiculé. C'était une forme de pédagogie. Avec le mot pédophilie, pédo et philie, aimer les enfants, comme si, parce qu'on aimait bien les enfants, on leur devait de leur apprendre ça. Voilà. Donc, les premières sociétés humaines, non, n'avaient pas de relations sexuelles avec les enfants, comme si c'était possible. Donc on va faire un énorme bond dans le temps, et donc la question, bon, je ne vous ai pas retracé toutes les évolutions des lois sur le XXe siècle, mais ce qui me semble important, c'est de partir aux dernières. La question épineuse en France, elle reste quand même aujourd'hui sur le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs. Donc le délai de prescription, il a été allongé en 2018, et donc il est fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Et avant 2018, c'était 20 ans. Donc, c'était relativement court. Pas mal d'associations, en fait, voudraient qu'il n'y ait aucune prescription. Alors ça, ce serait l'objet d'une autre conversation, c'est un autre débat, mais en tout cas, en 2018, on a rallongé à 30 ans. Et par contre, en 2021, la loi Bayon, elle a créé le principe de prescription glissante. Alors, je trouve que l'expression est très inélégante, mais c'est celle qui a été choisie. La prescription glissante, c'est de dire que la prescription qui concerne la victime initiale, la première victime, la prescription va s'étendre jusqu'à la prescription de la dernière victime. C'est-à-dire que dans les affaires où des auteurs commettent des violences sexuelles pendant 10, 20, 30, 40 ans, parfois, la prescription pour la première victime, en fait, va être symboliquement celle de la dernière. Et c'est pour ça qu'en France, il y a eu de gros débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il a été choisi une prescription qui prend fin à 48 ans, en disant de toute manière, la prescription glissante laisse beaucoup de marge de manœuvre. Sauf que pour avoir une prescription glissante, il faut retrouver les autres victimes. Il faut que les autres victimes acceptent de faire partie de l'enquête judiciaire avec vous. Et donc, c'est pas aussi simple que ça de la faire jouer. Mais c'est quand même une sacrée avancée, cette prescription glissante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle vaut pour les viols, et elle vaut aussi pour les atteintes sexuelles et les violences sexuelles type agression sans pénétration, par exemple. Donc ça, c'est une grosse évolution depuis quelques années. Il y en a une autre aussi qui date de la même date, hein, du 21 avril 2021, qui est donc de la loi Bayon, et qui écarte, je marque enfin, la question du consentement pour les mineurs devant une juridiction. Depuis 2021, la question n'est pas de savoir si un mineur de moins de 15 ans a concédé ou pas à avoir des relations sexuelles avec un majeur. La question est résolue. En dessous de 15 ans, un mineur n'a pas à consentir ou pas à avoir des relations sexuelles avec un majeur. C'est interdit. Mais on vit dans un pays latin, on vit dans un pays quand même avec une culture de la sexualité assez singulière, et donc c'était un petit peu trop restrictif pour ce gouvernement, en tout cas pour notre ministre de la Justice. Et lui, il a voulu créer la clause Roméo-Juliette. Encore une fois, je trouve ça très malvenu. Roméo et Juliette, à la fin, ils se tuent. Donc, drôle de clause. La clause Roméo-Juliette, c'est de dire, s'il y a moins de 5 ans entre un mineur
et un majeur, alors la question du consentement peut se poser. En gros, on dit 12 ans, 30 ans, viol. On dit 11 ans, 14 ans, viol. Mais on dit 14 ans, 18 ans et demi, 14 ans et demi, 18 ans et demi, pas viol. Potentiellement, pas viol. Cette avancée, parce que c'était demandé depuis très longtemps, elle est survenue après un scandale judiciaire d'un homme de 32 ans, je crois, qui avait violé à plusieurs reprises une gamine de 12 ans et qui avait construit toute sa défense sur l'idée de dire elle a l'air d'en avoir 18. Alors physiquement, ils se sont écharpés, hein, il y a eu 2 procès. Oui, physiquement, elle avait l'air d'avoir 18 ans. Par contre, les experts psychologues et psychiatres, ils étaient tous très clairs. Elle avait la maturité d'une petite fille, car c'était une petite fille. Donc depuis ce énième scandale, voilà, la question du consentement, elle est posée comme telle. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi étendu la question du consentement à 18 ans en cas d'inceste. Un enfant qui subit de l'inceste à 17 ou 18, enfin 17 ans et 10 mois, ce sera encore considéré comme une violence sexuelle. Ça peut paraître un peu fou de l'envisager comme ça parce que j'ai connu en détention ou ailleurs des pères incestueux avec des filles majeures. Il y a eu des drames en France ces dernières années de pères incestueux qui ont tué leurs propres filles ou qui ont tué leurs propres enfants incestueux. Il me semble que incester sa fille de 20 ans, pour moi, c'est autant un crime que si elle en a 17 en fait. Mais en tout cas, la loi étant ce qu'elle est, elle pose des limites d'âge. Et donc, au-delà de 18 ans, un père incestueux ne sera pas poursuivi automatiquement. Mais c'est quand même une énorme avance. Donc, je reviens à mon titre, sortir de l'ombre, bien sûr, toutes les victimes sont invitées à le faire en permanence, c'est une grosse injonction, il faut parler, mais pour accompagner des victimes, alors que j'ai pu accompagner en détention, parce que beaucoup d'auteurs ont été victimes eux-mêmes de violences, notamment de violences sexuelles, sortir de l'ombre, parler, ben ok, mais ça fait du bien aux gens qui vous le disent, mais vous allez le dire à qui, mon exposé est construit ainsi, à qui et puis comment? Parce que c'est pas le tout de le dire. Le dire pour que ce soit pas pris en compte, c'est une énième violence en fait. Donc je vais vous proposer un petit rappel quand même. Donc parler à qui? L'immense majorité des victimes de violences sexuelles durant l'enfance, elles ont été implicitement ou parfois explicitement invitées à les taire à jamais. Quand certains ou certaines parviennent à parler, en fait, ce qui est assez terrible, c'est que la plupart s'entendent rétorquer très maladroitement, pourquoi tu n'as pas parlé avant? Comme si on parlait de ça comme on parlerait d'autres choses, en fait. Mais pourquoi les victimes, elles n'en parlent pas avant? Ben, c'est surtout à qui elles peuvent en parler, en fait, avant. Quand on sait que 94% de violences sexuelles subies par des mineurs sont commises dans leurs 2 premiers cercles relationnels, c'est-à-dire la famille ou l'école, le milieu scolaire, le milieu sportif, le milieu associatif, à qui on peut parler? Les victimes de violences sexuelles, elles ont pu être abusées par un majeur, par un mineur, par un membre de leur famille, un frère, un père, un cousin, un oncle, un grand-père, leur enseignant, un éducateur sportif, un homme d'église, un autre mineur, parce que c'est aussi une violence sexuelle que d'être abusé par quelqu'un qui a son propre âge. Si on ne veut pas de ce rapport sexuel, c'est une violence sexuelle. Et donc, vu que ces abus se déroulent alors, à 94% dans les 2 premiers cercles relationnels, mais à 50% dans le premier cercle, c'est-à-dire les membres de la famille, très, très vite, l'enfant, la victime, elle comprend que sa parole a trop de poids. Ça lui tue toute parole. Parce qu'en fait, très vite, l'enfant, même très jeune, comprend que la quasi-totalité des adultes qui sont en charge de sa protection normalement, ils sont liés soit filialement, soit maritalement, soit amicalement à la personne qui les a abusés. Donc le sentiment de culpabilité qui devrait être à la charge de l'auteur, il est tout de suite repris à la charge de l'enfant qui se dit si je parle, je vais détruire toute la famille. Et ce qui est assez terrible, c'est que les agresseurs ont des stratégies et effectivement, c'est ce genre de propos que les agresseurs vont utiliser pendant les abus avec des phrases que les gens nous disent des fois 30,
40 ans après, si tu parles, je vais aller en prison. Si tu parles, je vais dire à tout le monde que tu mens. Si tu parles, je vais dire que tu as aimé ça. Il y a des agresseurs qui disent ça, en fait, aux enfants. Je veux dire que tu as aimé ça. Et donc, un enfant qui est isolé, quand bien même il voudrait parler, certains ont ce courage, ils se heurtent très souvent quand même à la question épineuse, à qui je vais le dire dans cette famille? À qui je peux le dire? Alors quand même, malgré tout, il y a 30 000 mineurs en France qui parviennent à porter à la connaissance des forces de l'ordre des violences subies. 30 000 mineurs. Pour 30 000 mineurs, il y a une ouverture de procédure. Ces révélations, elles sont majoritairement accompagnées par des adultes. Alors, quand on a de la chance, c'est par les parents, parfois c'est par un membre de la famille élargie, mais c'est aussi très souvent par des travailleurs sociaux dans les foyers, dans les écoles, les travailleurs sociaux qui sont en proximité des enfants. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années. Il y a beaucoup aussi de mineurs qui font des révélations lors de consultations médicales. Alors médicales et psychologiques dans un cabinet en ville, et puis ce qu'on a vraiment reçu de plein fouet pendant les confinements, c'était une explosion de conduite auto-agressive, de gamins qui faisaient des tentatives de suicide, des gamins qui, alors parfois prenaient Doliprane parce qu'ils avaient que ça à disposition, mais en tout cas envoyaient un message extrêmement inquiétant en fait. Et à l'hôpital, ils peuvent nous dire que les gamins, quand ils arrivent, ils sont crevés, certains ont fait des fugues, ils n'ont pas beaucoup mangé, ils sont complètement épuisés. Ils peuvent faire des révélations, et puis dès que ça va un peu mieux, ils les reprennent. En tout cas, aujourd'hui, la loi est très claire. Toute suspicion de violence doit être dénoncée. Quand bien même le gamin ou la gamine dit 2 heures après, non, mais j'ai dit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est important. Et nous, en gendarmerie, moi je travaille, donc je suis intervenante sociale en gendarmerie, aujourd'hui je forme beaucoup les collègues à être vigilance et retour de fugue en fait. On ne se met pas en danger sans raison. Je ne parle pas de la fugue de 1 heure parce qu'on s'engueulait avec sa mère. Je parle de ces gamins qui perdent plusieurs jours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se met tellement en danger? C'est quand même une question qui doit être posée. Donc sur la question de dénoncer à qui, il y a donc les familles quand elles le peuvent, et puis il y a tous les professionnels qui potentiellement peuvent recueillir la parole d'un enfant, et ça va de la TSEM, la personne qui aide la maîtresse, ça va à la dame de cantine, ça va au cantonnier qui peut voir un enfant qui traîne et qui n'arrive pas à rentrer chez lui. Je précise toutes ces professions parce que sur mon territoire, on a une mairie en fait qui demande à former l'entièreté de son personnel municipal. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'ils ont compris qu'en fait, n'importe lequel d'entre nous en tant qu'adulte peut potentiellement recueillir la parole d'un enfant et que ça s'apprend en fait. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de mal que de bien alors soit en n'entendant pas les non-dits, soit en prenant des décisions ou en ayant des mots trop forts qui vont verrouiller la parole. Donc c'est très très important de former tout au long de la carrière les professionnels parce que par exemple les dernières évolutions législatives, moi j'ai été diplômée en 2000, si je m'intéressais pas à la question, je pense que je passerais quand même à côté de pas mal d'évolutions. La loi elle évolue quand même très vite avec c'est important que les victimes en fait elles puissent avoir des informations précises notamment sur la prescription. Et puis, j'insiste beaucoup auprès des municipalités là, sur la nécessité de se former aussi parce qu'en fait, les études, elles nous démontrent que 24% de violences sexuelles subies durant l'enfance, elles se commettent entre mineurs. Donc, c'est bien dans les lieux où il y a des mineurs, les écoles, les centres de loisirs, les colos, les associations sportives. 24% des victimes, c'est quand même une part un peu qu'on ne va pas spontanément envisager. L'idée que ça se passe dans la famille, c'est à peu près OK, mais que ça puisse se passer entre mineurs et que c'est une violence sexuelle, qu'on ne doit plus se dire que, je vais utiliser une expression qui est très moche, du touche-pipi, par exemple. Ça, c'est des choses que j'entendais beaucoup. Bah, ces 2 enfants, ils se sont touchés. Peut-être, mais est-ce que ce sont 2 enfants du même niveau intellectuel qui se sont touchés? Est-ce que c'est 2 enfants qui ont eu envie de se découvrir? C'est pas du tout la même chose en fait. Je veux pas avoir un propos ultra moralisateur sur pas de découverte de la sexualité avant 15 ans, mais la question elle est vraiment de savoir est-ce que les deux avaient envie de vivre ce moment-là.
Donc voilà, retenez que 24%, c'est un peu un angle mort qu'il faut qu'on travaille, notamment en protection d'enfance, notamment dans les internats, les foyers socio-éducatifs. Alors là, on a parlé de Happy Parler, donc il y a quand même pas mal de gens qui sont disponibles pour ça, mais parler, c'est bien de le dire à un professionnel, mais c'est qu'est-ce qu'on fait après de cette parole? Comment on accompagne cette parole? Ce que je voulais aussi vous rappeler, hein, c'est donc qu'il y a 30 000 victimes qui déposent plainte, mais les enquêtes de victimation, elles nous disent que ce serait 130 000 filles et 35 000 garçons qui subiraient en fait des violences sexuelles. Les enquêtes de victimation, c'est souvent de l'auto-questionnaire en fait. Et donc, si cette estimation est juste, et il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, ça veut dire qu'on touche à peu près que 19% des victimes tous les ans. C'est énorme. Et puis surtout, ce que j'ai appris depuis quelques années, c'est que les victimes de violences sexuelles commises dans l'enfance, souvent, elles ont besoin de temps. Alors, il y a des gamins qui ont cette capacité à les nommer tout de suite. Il y a ceux qui nous le disent 6 mois après. On voit beaucoup de révélations, en fait, avant l'été. Pourquoi avant l'été? Parce qu'on a des gamins et des gamines qui ont caché un viol à leurs parents, qui n'ont pas pu nommer un viol qu'ils ont subi pendant les vacances d'été au camping. Et quand les parents commencent à dire qu'ils vont retourner au camping, c'est là qu'on a eu, j'ai des situations en tête, des fugues en fait de gamins qui sont mis en danger. Et au retour, ils ont pu dire, je peux pas retourner là-bas. En fait, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé. Donc ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que ça peut prendre des années, voire des décennies. La victime que j'ai reçue avec le plus grand delta entre les faits et le moment où elle vient, c'est 50 ans. Voilà. Et parfois, on peut avoir des gens qui révèlent ça quelques années avant de mourir, en fait. Ils ne peuvent pas en parler avant. Donc, c'est important de se dire qu'il y a quand même toute une partie des victimes qui nous échappent pour le moment, qu'on n'arrive peut-être pas encore à capter, qu'il faut continuer à intégrer, en fait, dans nos pensées, comment on pourrait venir vers elles. Et il me semble que ce qui est très important, c'est de former évidemment les professionnels qui ont accès à des enfants, et puis de former les forces de l'ordre en fait. Parce que c'est eux qui recueillent aussi une parole. Alors quand elle est travaillée en thérapie pendant 10 ans, c'est une parole qui est assez posée. On a des gens qui sont très calmes et qui arrivent à venir déposer quelque chose qu'ils ont travaillé en thérapie. Et puis on a d'autres personnes, un peu comme le mode, comme un passage à l'acte, un peu d'un ado. On a beaucoup d'adultes en fait qui, alors, pètent le plomb, nous disent j'ai pété un plomb. Puis en fait, quand on réfléchit un petit peu avec eux, quand on essaie de voir ce qui s'est passé, en fait, c'est des gens qui peuvent dire c'est le moment où ça sort en fait. Et que c'est quelque chose qui est impossible à expliquer à son conjoint ou à sa conjointe. Moi, aujourd'hui, je suis très vigilante dans mon métier, pour les statistiques, on parle conduite à risque. Je suis très vigilante sur les conduites à risque parce que, ado ou adulte, quand on se met en danger à ce point, sans mourir, hein, en faisant en sorte de ne pas mourir, hein, mais en se mettant en danger, ça vous donne à penser au blast à l'intérieur, à l'espèce d'explosion de quelque chose qui vous dévore complètement. En fait, aujourd'hui, c'est une question que je peux poser assez facilement. Avez-vous été victime de violence? Je ne dis pas sexuelle dans un premier temps. Mais les gens, souvent, il y a un blanc, ils me disent comment vous avez deviné. Et je leur dis, en fait, j'ai pas deviné parce que je ne vous lis pas dans vos pensées, mais je suis tellement habituée, en fait, à repérer ce schéma que je me permets de vous poser cette question un peu spontanément. Comment on dénonce des violences sexuelles? Là, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Comment on reçoit ces violences, surtout quand elles sont du passé. Moi, cet article, je l'ai écrit surtout pour les victimes devenues adultes, en fait. Toutes ces victimes que je rencontre au travail, que j'ai rencontrées en détention, j'insiste beaucoup là-dessus, que j'ai aussi rencontrées en détention. Des gens, en fait, qui gardent ça comme un poison à l'intérieur d'eux. Et les forces de l'ordre, en fait, si on leur explique pas comment on fait pour tenir 10, 20 ou 30 ans sans en parler, certains, parce qu'ils ne comprennent pas la mécanique, disent c'est pas vrai. Par exemple,
ce qui est compliqué pour les forces de l'ordre qui ne sont pas formées, c'est de comprendre comment des victimes ont mené, alors je dis en apparence, une vie ordinaire, parfois toujours au contact de leur agresseur, parfois toujours aller dîner tous les dimanches chez leur père, qui les a abusés. Et je leur explique, je leur ai transmis cet article, je leur fais des formations, que effectivement une victime, c'est pas qu'elle se ment, c'est pas qu'elle ment, c'est qu'à un moment, pendant peut-être un temps extrêmement long, son cerveau a verrouillé les abus pour pouvoir tenir debout. Donc oui, effectivement, elle dépose plainte contre son père, alors qu'elle mange avec lui tous les dimanches. Ça ne veut pas dire qu'elle ment. Ça veut dire que pendant toute sa vie, jusqu'à il y a très peu de temps, elle a fait semblant d'avoir une vie ordinaire pour pas mourir, en fait, pour pas se foutre en l'air. Et je les invite toujours à mettre ça dans la balance. Toi, tu as l'impression que c'est donc la preuve que c'est faux. Ben, j'ai envie de te dire, c'est sans doute la preuve que c'est vrai, en fait. Et puis, je leur dis tout le temps, quel adulte ordinaire prendrait le risque de s'exposer avec un mensonge de ce type-là? Qu'est-ce qui ferait qu'un adulte inséré, qui a une vie à peu près ordinaire, se présenterait dans une gendarmerie et foutrait sa vie en l'air, peut-être son couple, peut-être sa relation avec ses enfants, très certainement sa relation avec sa famille, pour un mensonge? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais souvent, l'attitude de ces victimes du passé les interpelle. Par exemple, quand les premiers travaux ont été faits sur le stress post-traumatique, sur l'anesthésie, sur la mémoire traumatique, beaucoup de procès, en fait, ont été en défaveur des victimes parce que les avocats de la défense disaient, mais regardez là, elle vous dit qu'elle a été violée 50 fois, elle est calme, elle raconte, elle pleure pas. C'était terrible, en fait, pour les victimes. Alors qu'en fait, elles avaient justement fait un énorme travail, un processus de réaménagement de leur histoire, et quand elles s'étaient présentées à la justice, elles étaient prêtes. Donc non, elles ne pleuraient plus. Ça, c'est quelque chose qui est matraqué aujourd'hui auprès des forces de l'ordre et de la justice. Une victime, une bonne victime n'existe pas. Une victime qui pleure ne dit pas la vérité. Une victime qui ne pleure pas ne dirait pas plus la vérité ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Chacun va faire avec les faits. Mais j'insiste toujours là-dessus, qui a intérêt à foutre sa vie en l'air? Pas grand monde, en fait. Pourquoi partir du principe que ce serait faux? Mais il faut leur expliquer ce que c'est, en fait, la dissociation, de continuer à avoir une vie sexuelle avec un mari qui vous viole de temps en temps. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec eux, c'est dur. Même la justice, elle a du mal à entendre. On arrive bien à faire reconnaître les violences sexuelles dans le couple aujourd'hui, mais quand la victime a entre les viols des relations sexuelles qu'elle dit consentir et qu'elle consent, la justice, là, c'est comme si ça venait tout annuler. Ce qui est complètement fou, en fait. On voit bien hein, sur quoi il va falloir qu'on continue à travailler. Donc il faut absolument que tout le monde monte en compétence, la justice, la police, la gendarmerie, c'est important. Et puis vraiment, j'insiste aussi sur le médical. Alors c'est Laure Salmona, la fille de Muriel Salmona, qui a fait une étude très intéressante sur la question du médical. Je vais vous la développer un petit peu après. Mais moi, j'ai beaucoup de victimes qui me disent, en fait, je passe ma vie à consulter des psys. Personne ne comprend. Alors, je dis souvent, si vous expliquez pas à minima, on peut pas deviner. Mais ce que j'ai appris avec toutes ces recherches et ces formations, et aujourd'hui, ça me fait réagir, quand, par exemple, des gens vous disent que ils souffrent de troubles somatiques, rien ne fonctionne. Toutes ces maladies, en fait, où il n'y a aucun traitement, les symptômes sont rétifs au traitement. Des gens qui vont vous parler de migraines, de problèmes dermato très très tard, des gens qui vont avoir des troubles psychiques invalidants, des troubles alimentaires, une dépression chronique. Aujourd'hui, je me pose toujours cette question. Et aujourd'hui, je pose la question. J'ai encore eu quelqu'un au téléphone tout à l'heure. Je ne commence pas par les violences sexuelles, mais je lui ai demandé. Quelqu'un qui me dit, bah, vous savez, moi je suis dépressive, comme si c'était une fatalité. Voilà, je suis dépressive, mais la dépression, elle se nourrit de quelque chose. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Et puis au bout d'une demi-heure d'entretien, elle finit par me dire du bout des lèvres que la relation conjugale a été extrêmement compliquée, que quand elle était enfant, elle était beaucoup dénigrée. Mais c'est comme si les professionnels du soin, en fait, elle dit j'en ai marre, je veux plus les professionnels du soin parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est me donner des médicaments. Et je lui disais, mais peut-être que les professionnels du soin que vous voyez, ils ont tellement peur pour votre survie qu'ils se disent que vous avez besoin d'un traitement.
Mais je suis d'accord avec elle. Tant qu'on va juste lui dire, prenez des cachets, madame, vous dormirez, on va pas l'aider. Mais elle a besoin de temps. Donc ça, les victimes de violences sexuelles, donc, qui ont vécu des violences sexuelles mineures à l'âge adulte, en fait, elles ont souvent le même tableau, des troubles somatiques et psychiques, chroniques et invalidants. Et c'est double, triple, quadruple peine. Ça s'arrête pas. Donc par rapport aux soins, donc je me base, comme je vous disais, sur l'article de Laure Salmona et de Marie Salmona. C'est elles qui ont mis en lumière, avec beaucoup de finesse, les conduites d'évitement, en fait. Aujourd'hui, je suis très vigilante sur la question de l'addiction. Avant, pour moi, quand il y avait un problème d'addiction, moi, c'était un problème d'addiction, c'était donc un problème médical et j'y allais pas vraiment. Elles ont mis en lumière, en fait, que l'addiction, notamment l'usage de produits donc légaux, les médicaments en mésusage, on comprend trop, on comprend pas, ou donc l'alcool qui est une substance psychoactive légale, et puis il y a donc celles qui sont illégales, les stupéfiants, elles expliquent bien que en fait beaucoup de victimes d'abus sexuels qui n'ont pas été prises en charge utilisent des substances psychoactives pour disjoncter le cerveau, pour empêcher en fait cette souffrance. Donc aujourd'hui, quand on m'oriente quelqu'un en me disant c'est quelqu'un qui arrête pas de sortir de cure et qui fait des allers-retours et qui a l'air d'aller mal, est-ce que tu peux lui parler? Je me pose toujours la question et je lui pose toujours la question des violences maintenant. Est-ce que dans votre parcours de vie, vous avez subi des violences? Et ça, c'est assez incroyable, c'est que la plupart du temps, les gens disent oui, oui. Et quand je leur demande, mais en thérapie, en soins, en cure, est-ce que vous avez parlé de ça? Non. Parce qu'ils ont cloisonné et parce qu'on n'est pas venu les chercher non plus. Là, on essaye aussi de développer des formations auprès du personnel soignant. J'ai été contactée par un CNP sur la question des violences sexuelles justement après cet article parce qu'ils se rendent bien compte quand même que ces gens qui sont rétifs à toute thérapie ou à tout traitement, c'est sans doute parce que le diagnostic, il est peut-être pas le bon en fait. Et que peut-être, ok, on est d'accord, il y a une pathologie psychiatrique peut-être ou des troubles psychiques, ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu en fait. Qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui fait que des gens ne trouvent jamais de répit? Et qu'est-ce qui fait que des gens ne peuvent pas non plus rompre avec leur addiction? Bah, en fait, tant qu'on ne comprend pas que pour un certain nombre de victimes de violences sexuelles, l'alcool, le stup ou les médicaments, ça sert à arrêter de souffrir et à arrêter de revivre en permanence les abus, on peut leur demander de faire des cures. Hein. Ils vont dire oui, ils vont aller en cure. Mais ils ont besoin de ce produit tant qu'on ne les aide pas à soigner les conséquences de leur violence sexuelle. Ça, c'est très, très important. Dans leur étude, les mères et filles Salmona, hein, elles expliquent que dans 41% des situations, c'est du déclaratif hein, de victimes de violences sexuelles. Dans 41% des cas, les professionnels de santé qu'elles ont consultés n'ont pas cherché ou diagnostiqué des troubles liés à un psychotraumatisme. On s'est arrêté à l'étape 1, c'est-à-dire le produit. Et ce qu'on peut voir, moi j'ai beaucoup de femmes, 45, 50 ans, 60 ans, qui ont eu un parcours de soins en pointillé qui a été très peu soulageant. Certains, depuis l'adolescence, en fait, on leur dit qu'ils sont fous ou folles. Ils vont en psychiatrie 2-3 fois par an, comme si c'était... Là, la dame tout à l'heure m'a dit, bah, vous savez, c'est normal, j'y vais 2 ou 3 fois par an, mais c'est pas normal une vie entière d'aller 2 ou 3 fois par an en psychiatrie, en fait. Ça n'a rien de normal. Ça vient de dire quelque chose d'une immense détresse, une immense souffrance qui n'est pas identifier correctement. Et on voit, encore une fois, double, triple peine, c'est que c'est des victimes qui, plus les troubles s'aggravent, plus elles s'éloignent du soin, avec un discours mais que je peux entendre, ça fait 20 ou 30 ans que je fréquente cet établissement psychiatrique, j'y remettrai pas les pieds. Parce que c'est toujours la même phrase, ça ne m'aide pas. Alors si, ça les aide sans doute à survivre, mais ça ne les aide sans doute pas à mieux vivre. Alors, loin de moi l'idée de critiquer la psychiatrie, mais je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on apporte un peu de matière aux équipes médicales pour peut-être appréhender différemment certaines pathologies addictives.
Et comment on accompagne les victimes, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Enfin, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend sur le tas, j'ai envie de dire, en faisant des formations, en écoutant des victimes. Tout ce que j'ai appris, en fait, c'est toutes les victimes qui m'ont transmis. Et parce qu'elles m'ont transmis des choses que j'ai voulu comprendre, j'ai été chercher de la matière. Mais c'est vrai que d'abord, je suis passée par... il y avait tellement de fois les mêmes schémas qui se répétaient. Je pense que c'est ça qui a fini par m'amener voilà, à consacrer beaucoup de temps, d'énergie sur la question des violences sexuelles, parce que c'est un schéma qui était tellement répétitif. Je me disais, mais comment on peut tous passer à côté, en fait, les travailleurs sociaux aussi. Et pourquoi c'est pas intuitif, hein, c'est que recevoir, accueillir des révélations d'abus sexuels, c'est une épreuve. Alors pour les familles, c'est terrifiant. Et même pour nous professionnels, ça reste une épreuve. C'est quelque chose qu'on prend quand même en pleine face à chaque fois. On ne s'habituera jamais à entendre ça. Et ce qui me semble important de dire, encore une fois, avec humilité, c'est que moi, je juge pas ces professionnels qu'on cloue au pilori parfois dans les médias ou après, quand on sait tous ces professionnels à qui on va dire, j'ai été en protection d'enfance, hein, il y a 10 ans, vous n'avez pas assuré, il y a 10 ans, vous n'avez rien compris, il y a 10 ans, vous n'avez pas protégé. Alors oui, parfois, il y a eu des manquements, je ne suis pas là pour protéger une corporation, mais c'est facile de dire ça. C'est-à-dire que si on n'est pas formé à comprendre et si on n'est pas formé à accueillir, ça peut être quelque chose de totalement tétanisant, en fait, aussi pour le professionnel. D'où l'idée de former, former, former. Et comme on fait ce soir, d'en parler. Et puis, je reviens à la question de l'humilité. On ne peut pas, en tant que professionnel ou en tant que citoyen, prendre à notre charge la responsabilité. Souvent, les gens, en fait, les familles que je retrouve dans mon bureau, ils sont dévastés. Ils sont pétris de culpabilité. Alors, les victimes se sentent coupables d'avoir été victimes. Et puis, on voit des entourages, en fait, qui pètent complètement les plombs, qui sont dans un sentiment de culpabilité ravageur. Et je leur dis tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais rendez la responsabilité à qui de droit. C'est celui qui abuse, c'est celui qui viole qui est responsable. La société peut considérer que vous n'avez pas été protecteur. Vous pouvez considérer que vous n'avez pas été protecteur. Parfois, vous serez poursuivi pénalement parce que vous n'avez pas été protecteur. Ça ne m'appartient pas, ça. Par contre, rendez à qui de droit cette responsabilité. Ça, c'est très important, en fait. Et je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle En Parler, qui est nationale et qui a monté, à Rennes, mais je pense que c'est dans d'autres endroits, un groupe de parole pour les proches de victimes de violences sexuelles. Parce qu'effectivement, ces victimes, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, parfois la tante hein, dont le mari, on apprend 30 ans après qu'il a abusé tous les enfants de la famille, c'est important de prendre soin aussi d'eux. Parce que les victimes, elles ont aussi besoin qu'on prenne soin de ceux qu'elles aiment ou de ceux qu'ils aiment. C'est très, très important. Donc, En Parler propose ces groupes-là. Moi, je reçois pas mal de familles. Alors, quand c'est à leur demande, hein, pour des parents, c'est terrifiant, en fait. Ils étaient pas là, ils ont confié l'enfant à un babysitter, ils ont fait ce que font plein de gens, hein. Mais de ne pas avoir été là, de ne pas avoir bien choisi, d'avoir eu des doutes et de ne pas être allé au bout, c'est ravageur. Et autant jeune professionnelle, je pouvais être bien peu aimable avec les familles, très en colère, très jugeante sur mais vous n'avez pas vu, vous n'avez peut-être pas voulu voir. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me rends compte que cette façon d'aborder les choses, elle est stérile parce que ça ne va pas soulager la victime. Ça va pas me soulager non plus. Et puis en plus, ça va pas aider le système familial à évoluer. Voilà. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité quand on traite de cette question. Et se rappeler qu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne, qu'on n'est pas responsable de tout et que voilà, la responsabilité doit être partagée au niveau social, psychosocial, sociétal, de façon sur le plan juridique, judiciaire. C'est pas à une personne de se sentir responsable de l'entièreté de ce qui s'est passé. Moi, je fais pas partie des gens qui sont en colère. Je communique pas dans les médias. Je n'aime pas du tout cette. En tout cas, ça me correspond pas cette façon de faire de la pédagogie. Je pense que engueuler la terre entière
Je pense à Andrea Bescon, par exemple, qui est une réalisatrice que j'aimais beaucoup il y a encore pas très longtemps, mais qui fait des posts, en fait, écrits blanc sur fond noir, où elle donne des noms de gens, en fait, en disant tu as fait ci, tu as fait ça. Moi, je suis très inquiète, en fait, de la question de la lumière, parce que dénoncer à la place des autres, pourquoi ces gens qui sont dévoilés publiquement n'ont pas toujours demandé de dévoiler publiquement. Moi, j'insiste beaucoup voilà, sur ma métaphore d'ombre et lumière. Des gens qui ne sont pas prêts, si vous les dévoilez, alors parce que vous pensez que c'est juste, peut-être vous allez vous soulager un instant, mais c'est d'une violence. On ne peut pas décider à la place des autres. Quand on a affaire à des mineurs et que les faits se déroulent dans le moment, évidemment on doit signaler. Mais par exemple, là, j'ai une assistante sociale de psychiatrie qui m'a contacté hier, une femme qui est donc en psychiatrie, qui a fait des révélations et qui veut pas déposer plainte. Elle veut juste parler. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. On peut juste parler. Pour certains professionnels, c'est intolérable. Tu peux pas juste l'écouter. Ben si elle, pour le moment, sa souffrance, elle est telle que dénoncer va la détruire, je suis qui pour prendre cette décision à sa place? Voilà, on est tout petit et depuis que j'admets que je suis toute petite et qu'un maillon, je dors beaucoup mieux la nuit. Je ne prends plus les choses à ma charge et à ma responsabilité. Et puis, on a encore un petit peu de temps, Sol? Oui, enfin, dans 1 heure, on aura clôturé, mais il faut qu'il y reste du temps pour les échanges, bien sûr. J'ai juste envie quand même d'insister sur, Mm. j'ai écrit accompagner toutes les victimes. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il faut rappeler encore et encore et encore que les garçons et les hommes font aussi l'objet d'abus sexuels. Et que si la violence conjugale est exercée à 80% par des hommes sur des femmes, la question des violences sexuelles n'est pas du tout équilibrée de la même manière. La question des violences sexuelles commises sur des mineurs, elle est quasiment, on va dire, en symétrie garçons et filles. Et moi, je vois aujourd'hui des hommes adultes venir parler de violences sexuelles qu'ils ont subies, parfois dans des relations adultes, en fait. C'est très, très important de rappeler que quand on parle de victimes de violences sexuelles, on parle de toutes les victimes. Il est estimé que 35 000 garçons subiraient des viols ou des tentatives de viol tous les ans. Or, en 2019, il n'y a eu que 1800 mineurs qui ont fait un dépôt de plainte en tant que garçons, alors qu'il y a eu 8350 mineurs en tant que filles. Vous voyez, le delta, il est énorme. Le delta, il est énorme, et donc, moi, je dis que c'est un nouvel enjeu, en fait, qu'il faut qu'on interroge collectivement. Encore aujourd'hui, on éduque les filles, les petites filles à se méfier des hommes. On éduque les petites filles à avoir des stratégies très tôt de protection, mais nos garçons, beaucoup moins. Alors que les violences sexuelles commises sur des mineurs concernent autant les garçons que les filles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de mineurs garçons qui viennent faire des révélations? Mais c'est peut-être aussi parce que les gens qui les entourent ne sont pas prêts à entendre. J'ai une situation actuellement d'un garçon de 16 ans qui a été violé pendant son footing par un homme. Et le papa le papa ne peut pas. Il ne peut pas entendre ça. Donc le papa ne parle pas. J'ai la maman au téléphone. Elle s'inquiète pour son mari. Il ne parle pas. Il dit rien. C'est pire, hein, rien. Et moi, je le reçois au bout du jour et j'insiste. Je dis à cette maman, il faut absolument que votre mari il parle à quelqu'un. Il dit ce qu'il veut. Il peut dire des horreurs. Moi, je m'en fous. Hein, mais il faut qu'il parle à quelqu'un. Et en fait, il s'est assis dans mon bureau. Il était au bord du craquage. Hein, et il me dit, pour moi, tout ça, c'est pas vrai. Et donc, je ne me fâche pas, je regarde sa femme, je le regarde lui, je dis, bah, vous savez, nous, on le croit. Et là, il s'est effondré. Il voulait pas, il voulait pas que ce soit vrai. Et je lui ai dit, je vous invite à faire attention à la formulation de vos phrases parce que je ne peux pas croire qu'on a abusé de ton corps. Ok, je ne peux pas croire ce que tu racontes, c'est pas la même histoire.
Mais c'était, et il peut le dire, et la victime peut le dire, et le papa, l'image sociale de l'abus sur l'homme, la question de l'orientation sexuelle que ça implique. Je vous donne après un exemple d'un sportif, un sportif où personnellement je ne connais pas trop le monde du cyclisme, il s'appelle Bradley Wiggins. Et en fait, c'est un cycliste anglais qui a révélé en 2022, à la fin de sa carrière, il peut dire qu'il ne pouvait pas le faire avant, donc il a attendu d'avoir tout gagné. Il a eu toutes les médailles dans le monde. Et il a pu dire en 2022 qu'il avait subi des violences sexuelles. Et ce qu'il dit, c'est très fort. Il était impossible de dénoncer les abus subis, notamment à sa mère et à son beau-père, parce qu'il dit, mon beau-père était assez violent avec moi, il me traitait de tapette parce que je portais déjà des trucs en lycra, je ne pouvais donc pas lui dire. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un angle mort de la question des violences sexuelles. Et je remonte à mon autre slide. Je salue les campagnes médiatiques sur la question des violences sexuelles, mais ce qui me dérange, c'est que la dernière, alors celle de 2019 et celle de 2023, la campagne de prévention des violences sexuelles sur mineurs, c'est une petite fille qui regarde par la fenêtre son papa arriver. Et moi, j'aimerais, dans un monde idéal, qu'on arrête de genrer les campagnes de protection, parce qu'en fait, tant qu'on mettra en scène, entre guillemets, une petite fille qui a peur de son papa, on continuera à laisser à penser que les violences sexuelles sur mineurs, c'est des papas sur des petites filles, ou des hommes sur des petites filles, et on passe à côté de la moitié des victimes. Il y a aussi des mères, qui sont agresseuses, abuseuses sexuellement. Il y a quelques condamnations aujourd'hui. Voilà. Mais la société, elle ne peut même pas le mentaliser. Quand je dis ça à des gens, ils me demandent d'expliciter. C'est-à-dire que au début, je croyais que c'était un peu par voyeurisme, mais en fait, les gens ils me disent, je comprends même pas ce que tu me dis. Parce que l'image mentale vient pas. Elle est pas pensable. Et on voit bien que pour ce papa qui pouvait pas. Et franchement, ça m'a fait réfléchir en fait à tous ces gens dont on me dit, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont pas cru. Et je me servirai toujours de cet exemple aujourd'hui. Ce papa, il pouvait pas. Je dis pas que c'est bien de ne pas pouvoir croire. Je sais que c'est ravageur. Mais par contre, quand je l'ai accompagné presque par la main dans l'image mentale, dégueulasse, effectivement, il s'est effondré. Oui, oui, on le croit. J'ai pas dit oui, c'est arrivé. J'ai dit oui, on le croit. Et cette phrase-là, elle est venue faire tomber toutes ces résistances. Et l'important, c'est pas de faire tomber ces résistances pour les faire tomber, c'est de faire tomber ces résistances pour qu'on en fasse quelque chose derrière. Et donc, ces deux parents, je les ai orientés vers une thérapeute libérale. Ils veulent cheminer tous les deux parce que le père me dit, sa vie est foutue. Alors, je dis, bah, c'est sûr que si vous avez ça en tête et que vous lui dites régulièrement, sa vie est foutue. Il faut qu'on vous aide, vous, à admettre, parce qu'en fait, il me dit, je voudrais qu'on efface. Et ce papa, il est formidable. Il me dit, je veux qu'on efface. Je veux effacer ça de sa mémoire. Et donc, quand je lui ai dit que c'était pas possible, il s'est remis à pleurer comme un enfant. Et je dis, ben non, on n'efface pas de la mémoire. Par contre, on peut vivre avec. Et vu que quand je dis ça, lui, il n'arrive pas à mentaliser comment on peut vivre avec, et ben, je les ai orientés vers une thérapeute et ils ont adhéré, en fait. Si on prend le temps d'expliquer aux gens, on va accompagner les familles et on accompagnera de fait les victimes. Et puis là, je voulais quand même, je pense que vous connaissez tous l'association Colosse au pied d'argile, qui est une association qui a été créée par Sébastien Boel, donc c'est un rugbyman français, et qui lui a été abusé toute son adolescence par un ami de la famille, qui le raccompagnait après chaque entraînement. Donc en fait, c'était complètement dingue l'histoire de Sébastien Boel, elle est très enseignante, c'est quelqu'un qui vivait que pour sa passion, mais le prix de sa passion, c'était que tous les vendredis soirs, il était violé par cet homme. Et il a fait une carrière et en fait, il s'est autodétruit à l'âge adulte. Pétage de plomb, il a perdu sa femme, il s'est mis à boire, à faire la fête, en tout cas à se détruire par l'excès. Et il a fini par pouvoir mettre des mots sur ses abus. Et donc, il a créé cette association. Et je trouve que l'intitulé est très intéressant.
Elle s'appelle Colosse au pied d'argile. C'est pas neutre parce qu'elle pose en préalable la force, le colosse, aux fragilités des pieds d'argile. Est-ce qu'une femme aurait choisi ce nom? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, lui, en tant qu'homme, dans sa construction, dans sa représentation de la virilité, d'abord, ils sont des colosses. Ils ont des pieds d'argile. Mais on voit aujourd'hui des sportifs, c'est toujours des sportifs qui ont fini leur carrière, mais on voit aujourd'hui des sportifs qui sont capables de dire, regardez l'homme que je suis, ma force, mais elle masque en fait plein d'autres choses. Et, et ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Là, peut-être qu'on pourra envoyer le support. Enfin, c'est des préconisations que je fais sur l'accueil des victimes, parce que on n'accueille donc pas des victimes de violences sexuelles comme une victime de cambriolage. Hein. Moi, ce que je demande aux gendarmes, en fait, c'est de toujours leur proposer un espace clos et individuel pour pouvoir parler. Pas de téléphone, pas de sollicitation, pas de toc-toc, j'ai un truc à prendre dans le bureau. Ce qui est très important, c'est qu'une victime de violence sexuelle qui va venir parler, elle va avoir besoin de temps. Donc, par exemple, si vous sentez que vous êtes, enfin, je leur dis toujours aux collègues, si tu sens que tu n'es pas dispo, tu la fais revenir. Si tu sens qu'elle n'est pas dispo parce qu'en fait, elle doit aller chercher les enfants à l'école dans 1 heure et que toi, tu as décidé que c'était maintenant l'audition, elle va te raconter trop vite les choses parce qu'en fait, elle, sa préoccupation, c'est d'aller chercher les enfants dans 1 heure. Et puis, ce qui est important entre travailleurs sociaux, notamment, c'est de pouvoir dire ce qu'on sait déjà. Par exemple, l'assistante sociale de la psychiatrie me dit dans mon message, elle a été victime de violences sexuelles, elle ne veut pas déposer plainte, elle veut juste parler. Donc je vais commencer mon entretien en disant, voilà ce que je sais. Et surtout, j'ai pas besoin que vous me racontiez les faits, en fait. Les faits, moi, les gens parfois veulent me les raconter et je leur dis tout le temps, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je ne veux pas les entendre parce que en fait, j'ai envie de vous entendre vous, pas lui, pas ce qu'on vous a fait. Dans cet espace-là, on va parler de ce qu'on peut construire avec ça, justement. Très important, accueillir sans présumer. Accueillir sans présumer de ce que la personne concernée veut faire. C'est pas parce qu'elle vient nous parler de ça qu'elle veut déposer plainte, qu'elle va déposer plainte. On ne présume pas pour elle. Et ce qui est très important, bannir les propos catastrophistes. Ce qui est terrible pour les victimes, c'est qu'on parfois on leur dit, mais si vous parlez pas, il va recommencer. Cette phrase-là, je m'en sers beaucoup en formation gendarmerie, j'y mets la tonalité et du coup, ils n'entendent plus de la même façon. On ne peut pas dire à une victime, si tu parles pas, il va recommencer. S'il recommence, c'est parce qu'il veut recommencer. C'est pas une victime qui doit être responsable du passage à l'acte d'un agresseur. Mais on dit tellement ça. Mais il faut déposer plainte, madame. Sinon, il va recommencer. Mais il recommencera s'il le veut, en fait. Et ce sera certainement pas à vous de vous en sentir responsable. Et en conclusion, je reconnais vraiment en quelques années un point de bascule indéniable sur la question de la reconnaissance des violences sexuelles subies durant l'enfance, politiquement, légalement, socialement. Il y a un examen de conscience qui est demandé à tous, notamment aux autorités religieuses. Ce mouvement-là, il est puissant, c'est comme une lame de fond, mais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est justement revenir un peu aux premières sociétés humaines où on bannissait, on ne peut pas s'affranchir d'une forme d'enquête et de procès. On ne peut pas décider aujourd'hui qu'au nom de la libération de la parole, on jette le nom de quelqu'un comme ça, l'histoire de victimes sur la voie publique, et puis on s'en lave les mains de ce que ça produit. Donc ça me semble important de vraiment qu'on soit tous dans un mouvement là en permanence analyser, observer les enjeux, les interactions, les angles morts dont je vous parle, qu'est-ce qu'il va falloir continuer à aller réfléchir. Et puis surtout, ce qui est important, c'est d'entendre que les victimes de violences sexuelles, elles se sont construites la croyance qu'elles ne seraient pas crues. Donc c'est pas parce qu'on leur dit une fois je te crois que ça va suffire à les libérer de cette angoisse de ne pas être cru. Ça, c'est très, très important. C'était comme ça que la Civise a d'ailleurs présenté leur travail. Votre parole va être crue.
Voilà, il ne faut pas que ce soit juste une incantation, en fait. Il faut laisser le temps aux gens d'être convaincus qu'on les croit. Sinon, on passe à côté aussi. Et donc, pour finir, hein, je vous ai laissé quelques centres de ressources de qualité. Donc, il y a le centre de victimologie pour mineurs. Alors, moi, vraiment, j'ai tout appris avec cet organisme. Des formations extrêmement claires, parce que là, je le dis pas, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de la prostitution des mineurs, parce que c'est aussi le pendant des violences sexuelles sur les mineurs. Vraiment des supports, vous allez trouver des supports, des tutos sur leur site, une immense qualité. Des sites gouvernementaux qui sont très bien foutus pour justement les frises historiques, pour pouvoir nous rappeler un petit peu de comment se sont construites nos lois. La CIVIS, bien sûr, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et puis du côté des auteurs, parce que j'ai aussi travaillé beaucoup avec les auteurs, les centres de ressources interrégionaux, donc pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, il n'y en a pas partout, mais globalement un par région au moins. Et puis vous avez sur la question des violences faites aux femmes le centre Hubertine Auclair, vos CIDF, vos plannings familiaux. Voilà. Il y a plein de lieux où des professionnels peuvent vous accompagner, vous former, vous donner des pistes de réflexion. Voilà, je m'en arrêterai là. Avant tout et surtout, merci, sincèrement merci de nous avoir donné des éléments de ta passion, autant professionnelle que personnelle pour la thématique, ce qui est très touchant. Ceux qui me connaissent savent que c'est sincère. Merci. Ah oui, merci. Comme dit quelqu'un. Bien. Donc, je vais proposer à mon tour quelques petites remarques, mais d'abord, place aux échanges, aux questions, aux demandes d'éclaircissement, aux critiques, bien sûr, des échos. Donc, qui veut parle. Sinon, nous avons le moyen de vous faire parler. Je peux dire quelque chose. D'abord, je voudrais vous remercier, Charline, parce que c'est très intéressant, ça part de loin. Et ça arrive loin aussi, hein, loin dans les consciences, dans l'écoute qu'on peut avoir et dans la vigilance qu'on peut avoir sur ces situations-là. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, même si c'est très centré sur les victimes, on va dire, sur comment elles vivent, comment elles n'arrivent pas à parler, comment elles marinent pendant longtemps dans quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la culpabilité, de la honte, voilà, des ressentis, des sentiments, des émotions comme celle-là. Mais il y a aussi quelque chose, vous parliez de l'angle mort à un moment donné, un père qui ne peut pas, il peut pas parce qu'il euh, a pas les schémas, il n'a pas le modèle. Et donc je voudrais aller plutôt du côté de ces modèles, hein, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui a à voir avec la morale, ce qui a à voir avec comment on protège son parent qui a fait des choses abominables, hein, qu'on peut évidemment ne pas cautionner. Mais c'est cette idée de comment ça marche dans une famille. Qu'est-ce qu'on a intégré comme modèle familial pour ne pas pouvoir ensuite se débarrasser de quelque chose ou en tout cas le dire. Ouais. C'est pour ça que je repars de très loin dans l'histoire Oui, et que j'insiste beaucoup sur la question du patrimoine. oui, oui, tout à fait. Mais parce que il me semble qu'on reste beaucoup sur la victimologie, hein, c'est-à-dire sur ce qui est vécu par un être, un individu, et qu'on ne va pas trop du côté de ce qu'on trimballe dans les médias, à l'école, dans les associations, à la gym. Vous voyez, c'est très compliqué pour un enfant, déjà à l'école, hein, sans prendre ce sujet-là, à l'école, quand un enfant entend un enseignant dire ben, t'es pas très bon, hein, tu n'as pas travaillé aujourd'hui, comment un enfant peut-il, avec le modèle de l'adulte qu'il a, voilà, comment peut-il dire le contraire et ne pas prendre pour argent comptant ce que lui raconte un adulte. Hein, c'est tous ces schémas-là qui sont aussi
en jeu et qui me semble on ne travaille pas suffisamment. Voilà. Alors moi, j'ai repris des études de criminaux, en fait. Là, j'ai effectivement une présentation assez victimo, mais alors, je me suis beaucoup intéressée à cette question du côté de l'auteur, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça perdure, en fait? Qu'est-ce qui fait que des systèmes familiaux sont C'est construits ça. sur les abus, les agressions sexuelles? Alors, j'en reviens donc à mon histoire. Je pense que ce qui est intrinsèque à beaucoup de familles, à travers les continents, hein, à travers les siècles d'ailleurs, c'est cette idée de maintenir l'homéostasie, maintenir l'intégrité coûte que coûte. On voit bien que dès qu'on a commencé à penser la réprobation des violences sexuelles, elle n'est pas du tout la même quand on est entre un père et une fille et un beau-fils et une belle-mère. Et déjà, on vient y mettre quelque chose de la morale, Mm. on vient y mettre quelque chose de presque acquis. C'était interdit, c'est depuis que le monde est monde, on va dire que les premières sociétés humaines, par exemple, je regarde un reportage passionnant sur Néandertal et Homo sapiens. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'il y a d'abord eu Néandertal, puis il y a eu Sapiens. Et en fait, aujourd'hui, avec les recherches ADN, on sait que Néandertal, sur la fin, s'est mélangé avec Sapiens et que de toute manière, instinctivement, l'instinct de survie fait qu'il faut mélanger le patrimoine génétique et le sang. Donc, si le tabou de l'inceste, il est présent, alors il y a les psychanalystes qui pourraient vous dire plein de choses, mais en tout cas, si les humains ne vivent pas dans un monde incestueux à 100%, c'est parce que de toute manière, ça aurait tué l'humanité. Mais ce qui est fou, c'est que l'avènement de l'humanité a amené aussi cette forme de déviance sexuelle. Moi qui ai accompagné des hommes incestueux, j'ai vraiment eu besoin de comprendre. J'ai écrit un livre sur la prison et j'ai tout un chapitre en fait que j'ai appelé Lemon Incest. Moi, j'ai 45 ans, j'ai grandi avec le mythe de Gainsbourg. Mais par contre, moi, quand j'étais ado, ce clip, il me dérangeait. Je ne le comprenais pas. Elle était en culotte, elle était avec la chemise de son père. Ça avait l'air quand même d'être complètement pas normal, quoi. Mais c'était Gainsbourg. C'était Gainsbourg. Et je me suis écharpée avec plein de gens sur cette question et j'ai fait des recherches quand j'ai écrit mon livre. À l'époque, il y avait aussi des batailles de chapelle entre ceux qui disaient c'est honteux, c'est inadmissible cette promotion. Un zeste de citron, un zeste de citron. Enfin, faire un jeu de mots sur le sujet, et c'est quand même déjà assez bancal. Et il y avait autant de gens qui pensaient que c'était une promotion de l'inceste que de gens qui pensaient que c'était une dénonciation de l'inceste. Mais en tout cas, notre société, et encore il n'y a pas très longtemps, était très mal à l'aise. C'était presque beau. L'amour d'un père, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus puissant, le plus pur des sentiments. Je la connais par cœur, cette chanson. Quand je le dis, là, c'est à gerber. Hein. Oui, mais l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Mais ça veut dire qu'on la mentalise. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, ça veut dire que l'image mentale de l'amour qu'on pourrait donc faire ensemble, elle est là. Ça paraît un peu fou. Je pense qu'un artiste en 2023 ne pourrait même pas, et je le souhaite, hein, s'autoriser cette phrase. Elle est quand même dingue. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, c'est qu'on l'a envisagé en fait. Et ce clip, elle porte la chemise de son père alors qu'elle est en slip, comme cette image qu'on véhicule dans les films où après l'amour, on met la chemise de monsieur. Pour moi, c'est un des exemples parfaits en fait de la complexité d'aborder la question de l'inceste, Complexité, oui, tout à fait. parce que elle vient taper là dans nos représentations les plus intimes de ce que c'est la famille. Oui. Par exemple, il y a des sociétés, on sait que plus les sociétés sont insulaires, plus les sociétés sont isolées, plus il y a des problématiques d'inceste, notamment les communautés inuites. Il y a un taux de violence sexuelle sur les mineurs d'inceste, ça paraît fou, hein, parce que l'image un petit peu d'Épinal, de là-haut, dans le froid, on vit dans la nature, mais c'est aussi à cause de l'isolement. Qu'est-ce qui fait que des familles se construisent sur des violences sexuelles qui perdurent à travers les générations, c'est l'isolement. Ça, c'est une des premières hypothèses, en fait. Ce qui est intéressant de déconstruire avec ces familles-là quand elles nous font j'ai envie de dire,
confiance et qu'elles acceptent de déconstruire avec nous le fonctionnement, on voit qu'en général, ça fait de mémoire, toutes les générations y sont passées. Et quand je dis de mémoire, ça veut dire que peut-être que si on interrogeait il y a je sais pas, 4 générations, quelqu'un nous dirait que déjà dans cette famille, il y avait des problématiques d'inceste. Qu'est-ce qui fait que la problématique d'inceste, elle perdure dans les systèmes familiaux? C'est l'isolement. C'est aussi une forme d'éducation à avoir la peur de l'autre. C'est-à-dire le fantasme que ce qui se passe entre soi n'est pas de la violence. Ce papa, par exemple, il pouvait me dire, alors, je le dis, c'était pas simple à entendre, hein, il pouvait me dire, en fait, quand il a vu sa fille grandir, il a revu sa femme quand il l'a connue. Oui. En fait, tout s'est mélangé dans sa tête. Et ce qui est le plus dingue, c'est que toute la famille a, alors pas cautionné, mais toute la famille s'est organisée pour tolérer la séduction de ce père avec sa fille. Et ce qui est fou, hein, dans mon livre, je prends l'image de la fille vénéneuse, mais ça c'est la Bible, hein, les femmes qui sont vénéneuses, qui sont empoisonnées presque. Et en fait, si les révélations d'abus sexuels ont explosé dans cette famille, c'est parce que la mère de famille a dénoncé son mari, mais avec une franchise, pas tant parce que sa fille subissait des violences sexuelles, parce que sa fille, je vais être cash, se tapait son mari. C'est la conjonction de deux familles, la famille de monsieur ou la place de l'autre, les limites, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, c'était très flou. Et la conjonction avec cette femme qui, je sais pas, j'ai pas eu accès à elle directement, donc je serais curieuse de savoir ce qu'elle a pu vivre elle-même enfant. Mais en tout cas, cette femme, dans sa représentation, quand son mari a commencé à violer sa fille, parce que c'est ça que c'est un viol, elle y a vu une rivalité amoureuse. Et les grands-parents, et les oncles et tantes. Tout le monde est rentré dans ce fantasme qu'il l'aimait tant, oui. qu'il s'aimait tant, que c'était possible. Ça paraît, une fois qu'on sort du schéma et qu'on regarde la situation avec les gens, du côté des victimes et des mises en cause, c'est délirant. Il a voulu mourir, ce papa. Et en fait, quand je le voyais en prison, j'avais un adolescent devant moi. Il avait 14 ans comme elle. Il avait le physique d'un adolescent. Il me mettait à une place maternante, en fait, donc un peu en soumission, très peur de mon regard. Qu'est-ce que j'allais en penser? J'ai beaucoup écrit sur lui, puisque je ne veux pas que ma parole soit mal interprétée, mais je le remercie de ce qu'il m'a appris, en fait. Il m'a appris ce qu'on ne m'avait jamais appris. Il m'a permis de regarder la situation avec ce double regard de victimologie et de criminologie. J'ai repris mes études de criminologie quand j'ai quitté la détention, en fait. Parce que j'étais remplie de violence, de fantasmes de violence, et je ne sais plus quoi faire de ça, en fait. Et je les ai déconstruits par mes études en criminologie. Moi, j'avais une Votre point de vue. question. Oui. Oui, Jean-Claude. Oui, j'avais une question. Ce tabou de l'inceste aujourd'hui, est-ce qu'il est actuellement plutôt affaibli? Est-ce qu'il est aussi structurant qu'avant? Ou bien n'y a-t-il pas des situations, on parle d'incestueux et d'incestuels, il me semble qu'il y a peut-être des situations où, comme vous venez de le dire, peut-être la limite n'est peut-être pas aussi évidente, certaines porosités, peut-être l'évolution de la famille aussi, qui fait que eh bien, cette situation incestuelle se développe peut-être un peu plus. Je ne sais pas si vous avez... Sur cette question d'incestueux et d'incestuel, c'est comme si... je pense à Françoise Héritier, je crois, qui a introduit cet élément-là. C'est comme si
c'est comme si maintenant qu'on avait admis l'inceste, on avait besoin d'un autre palier qui est l'incestuel. Tout à fait. Alors que pour moi, l'incestuel, c'est déjà de l'inceste. C'est déjà problématique, c'est-à-dire grandir avec un parent qui projette sa sexualité sur vous, expose sa sexualité à vos côtés. Je vois des femmes en fait victimes de violences sexuelles conjugales. En fait, quand on prend un peu le travail à rebours, elles me disent, vous savez, bah, chez moi, bah, le sexe c'était valorisé. Bah, encore une fois, aucun propos moralisateur de ma part, mais c'est pas valoriser le sexe que de parler de ses relations sexuelles devant un enfant. Ça n'a rien à voir. Dire à un ado, bah, je te souhaite de t'éclater sexuellement parce que ça fait partie des besoins primaires, ok. Mais exposer sa vie sexuelle, on a beaucoup d'enfants en fait qui par exemple font des révélations à l'école de ce qu'ils entendent. Alors, je vais prendre le schéma de la famille recomposée. Des fois, j'ai des parents, alors, hommes ou femmes, hein, qui m'appellent en disant ouais, j'hésite à déposer plainte parce qu'en fait, mon ex, alors conjoint ou conjointe, hein, voilà, depuis qu'on n'est plus ensemble, c'est le défilé. C'est quand même pas banal, en fait, de montrer ça à un enfant. Moi, encore une fois, aucune morale, chacun fait ce qu'il veut entre du consentant, je m'en fous complètement. Mais ces gens, en fait, qui ont besoin d'exposer cette sexualité, donc ce truc un peu incestuel, c'est comme s'il fallait en laisser un peu, en fait. Je vais être dans la provoque, mais c'est comme si notre société elle avait besoin qu'on lui laisse un petit peu de marge. Donc l'incestuel, ce serait pas si grave. Mais c'est le prémisse de l'inceste. Et en plus, ce que je peux voir, c'est que quand on ne bannit pas l'incestuel, je vous parlais de conjonction de famille et d'histoire, quand on ne bannit pas l'incestuel, on voit l'incestuel, on voit la génération d'après, puis la génération d'après, arriver tout doucement à des limites, effectivement, qui deviennent de plus en plus fines, voire qui s'arrêtent. Moi, je vois beaucoup de femmes donc, de mon âge, hein, qui ont des enfants, des adolescents qui commettent des abus sexuels en fratrie, dans des familles recomposées. Pareil, comme si quand on abuse son demi-frère, c'était moins grave. Mais d'où ça sort, ça? Je pense que notre société, elle veut combattre l'inceste. Elle sait qu'elle doit combattre l'inceste, mais ça nous demande de revoir nos clés de lecture sur nos modèles familiaux tellement que c'est difficile. Et notamment sur la question des violences sexuelles des mères sur les enfants. Moi, j'ai un médecin de PMI qui m'a raconté un jour qu'elle se retourne pour aller chercher le vaccin du petit. La maman faisait une fellation au bébé. Moi, avant qu'on me raconte ça, alors moi, mentalement, je n'avais pas l'image. Quand elle m'a raconté ça, ça m'a... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et en fait, madame, et elle me dit, je l'ai vu souvent, je ne dirais pas quelle est cette culture pour pas jeter l'opprobre sur une culture, mais en tout cas, madame et d'autres personnes de cette culture lui avaient dit, c'est comme ça qu'on fait avec les enfants, ça les calme. Alors certes, le plaisir sexuel calme, les adultes aussi, mais quand je vous dis ça à vous, je vous vois réagir, mais vous ne me dites pas non. Je m'autorise pas cette anecdote avec tout le monde parce qu'il y a des gens que ça met en colère en fait. Des fois les gens me renverraient que c'est moi qui suis sale. Moi je ne suis le messager, moi je ne vous fais que passer le message en fait. La réalité, c'est que des femmes font des fellations à leurs enfants, bébés, et bien après. Mais quand on dit ça, vous avez ceux que ça fait sourire parce que c'est une fellation. Comme si, ben, c'est cool. Et puis, il y a ceux qui vous disent, tu racontes n'importe quoi. Ok, si tu veux, c'est n'importe quoi. En tout cas, tu veux pas l'entendre. Mais l'incestuel, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'on accepte que certains gestes, quand ils sont produits par une femme, ils n'ont aucune connotation sexuelle. Qu'est-ce qui fait que quand c'est produit par un homme, ça a une connotation sexuelle? Ça, c'est encore un autre débat qui est passionnant. C'est la projection du genre aussi. Donc il y a beaucoup de chemins et j'ai vraiment l'impression que voilà, auquel l'inceste, je pense que à moins d'être complètement irresponsable, personne ne le valorisera, personne ne l'admettra maintenant, mais c'est comme s'il fallait nous laisser un petit peu de marge de manœuvre sur
le corps, le lien au corps. Je voudrais proposer 4 ou 5 remarques, si vous êtes résigné. Bon, et la première, bon, je reviens sur. C'est très bien dit, et ça pose des questions, c'est ce que nous cherchons à faire avec ces conversations. Ça pose question aux participants et à ceux qui viendront sur YouTube pour voir la suite. Bon. Ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un, bon, tu vois, Charline, quelqu'un qui fait état d'une pratique intelligente. C'est quoi une pratique intelligente? C'est un ensemble de gestes, comportements, discours guidés par une réflexion ininterrompue. C'est cette articulation, gestualité, réflexion qui me semble être un des nœuds, sinon le nœud de discours qui nous a été nu. Plus vivant encore, note à bas de page, et plus vivant encore, il me semble que tes articles qui sont plus compassés. Il manque à ta passion orale, hein, bien sûr. Bien sûr. Bon, et une pratique intelligente qui, sans doute ça aussi ça a joué, une pratique qui ressemble d'assez près à ce que nous appelons en pratique sociale la prise en compte des gens, pas la prise en charge. Faites ceci, faites cela, j'ai ceci pour vous, que la prise en compte, c'est-à-dire l'accompagnement, comme tu disais à plus d'une occasion, la prise en compte, les accompagner dans une démarche dont ils détiennent la clé, mais pas le moyen de l'utiliser. Et toi, tu es la dame aux clés, si tu veux ce diplôme inexistant, la dame aux clés. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, tu as apporté quelque chose qu'on fait très très peu souvent, et à savoir décliner, tu l'as fait rapidement, mais tu l'as fait, décliner l'historique de l'abus sexuel, de l'interdiction, de la sanction. Et au-delà de l'anecdote, tel roi a dit ceci, l'autre a dit que c'était l'autre loi, et l'intéressant reste à faire, je crois, montrer comment abus sexuels et pratiques sexuelles sur mineurs, sur des femmes, sur des hommes, et comment ça fait partie à part entière de l'histoire de l'humanité. Il faut voir comment la traiter de la façon la moins moraliste possible. C'est une des leçons que peut tirer de ce que tu dis. Reste à voir qu'est-ce que cette histoire nous enseigne, au moins pour contrecarrer un usage pour le moins boulimique des termes comme viol et compagnie. Expérience horrible, ça va de soi. Mais les termes sont utilisés, il me semble, sans trop d'égard, avec une certaine, pour le dire comme un philosophe que j'essaie d'être, et l'utiliser avec une insouciance épistémologique incroyable. La deuxième. Troisième remarque, une partie importante de ta pratique se passe, tu penses, auprès des collègues, des gens à former, et c'est ta cible. Les victimes sont les référents, les points d'appui, les exemples réels. Mais ta cible, ta visée sont les intervenants, formels ou informels comme la famille. Et qu'est-ce que tu fais dans ta pratique habituelle? Qu'est-ce que j'ai compris, pardon? Qu'est-ce que j'ai compris que tu fais dans la pratique habituelle? Tu fais quelque chose comme rectifier certaines des représentations que les gens ont sur ce qu'ils pensent qu'ils ont.
rectifier certaines représentations. Dans mon langage tordu, je dirais que tu fais un travail sur les idéologies. Mais c'est un mot qui, si j'ai bien entendu, et j'ai jamais apparu, mais c'est un détail. Ça pourrait éventuellement te servir. Et une intervention sur certaines représentations, et de tous côtés. Quatrième et avant-dernière remarque, oui, la société doit déconstruire certains stéréotypes de genre, tu dis, tu écris, bon, ça je l'ai lu aussi. L'article, merci dans ton livre. Et oui, c'est autrement dit, tu rappelles que les questions des abus sexuels et apparentés ne sont pas des phénomènes strictement individuels. Et que même dans la désignation du viol ou pas viol, de consentement ou non consentement, et des dimensions, des paramètres sociopolitiques sont à l'œuvre. Généralement, à mon goût, excessivement absent dans des histoires de viol, d'abus sexuels, très vite transformées en histoires intimes. Ce qu'elles sont, mais pas que. Évidemment qu'elles le sont, mais pas seulement. Ça m'amène au cinquième remarque, cinquième ponctuation. Et on n'intervient pas comme ça. Il faut se former. L'émotion est légitime, mais largement insuffisante et parfois hautement piégeante. Certes, formation, tu dis. Très joli. Le formateur que je suis célèbre la complicité. La formation, l'écoute, mais la formation, l'écoute est en réalité la formation à une certaine écoute. Il ne s'agit pas de formation, il s'agit d'une certaine formation. Parce que il y a des formations qui peuvent être parfaitement contre-productives par rapport au propos que tu tiens. Et à l'écoute, oui, je n'ai poli en écoutant et après on débite son discours. C'est une écoute. Ignoble, indigne, tout à fait d'accord, mais c'est l'écoute. Donc, il manquerait encore à qualifier de quelle formation, à qualifier plus précisément de quelle formation il s'agit, de quelle écoute il s'agit. Et là, ma chérie, tu ne pourras pas dépasser des termes comme idéologie. Je note. Hein? Oh, si vous ne voulez pas, par pudeur, dire idéologie, certaines conceptions du monde. Quand tu dis, il n'y a pas que les femmes qui en sont victimes, quand tu signales pour les enfants mineurs aussi, bon, là, c'est une posture idéologique, pas très tendance de nos jours. Non, je sais. Ce que je célèbre ardemment, bien sûr. Pas très tendance, mais c'est parfaitement ce que j'en sais, largement moins que toi, mais ce que j'en sais, parfaitement réel. Hein, parfaitement réel. Mais disons, ça te met dans un positionnement idéologique ou culturel, si on veut être plus poli et évasif, dans un positionnement idéologique tout à fait intéressant, qui ne paraît pas dans ton article, d'après mes souvenirs. Non, J'ai lu non. des fois. Hein. Non, parce qu'en fait, il continue à vivre cet article. Et Oui. je continue à apprendre. Et surtout l'auteur, tu veux dire. Oui. Mhm. Bon, voilà, c'est quelques ponctuations qui sont autant de célébrations. Merci. Non, mais on se connaît depuis peu avec toi, mais je ne marche pas la politesse. Hein. Je suis poli, comme il se doit, mais je ne marche pas la politesse. Je célèbre, je suis ravi de cette invitation, que tu l'aies acceptée surtout. Et Je suis puis, ravie de ce moment. ce n'est qu'un début. Continuons le combat. J'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Ce n'est pas un cadeau, ma chérie, c'est une
une proposition. C'est une Avec plaisir. c'est une proposition presque honnête. D'autres points de vue? Oui, moi j'entends bien quand tu parles de conception du monde, ces mères dans une certaine culture qui font des fellations à leurs enfants, c'est une conception du monde. Tout à fait. C'est comme ça qu'on calme son petit. Hein. C'est ça, c'est plus difficile à arracher peut-être que un traitement purement moral, c'est bon, c'est bien, c'est pas bien. Et là, une conception du monde, pas moins que ça. C'est comme ça qu'on traite les gosses. Et sans doute ancestral, c'est quelque chose qui se transmet entre femmes. Oui, Si je peux rebondir sur la question du sexe qui apaise, moi j'ai beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles adultes à qui on a appris, elles peuvent me dire, leur mère, leur copine, leur sœur accepte, je vais être polie, hein, mais bon, laisse-toi faire et il se calmera. J'ai plein de femmes qui me disent, moi, je peux pas dire que je peux pas dire qu'ils me violent. Je dis oui, mais c'est pour qu'ils me foutent la paix. Je leur dis, mais on parle pas d'un ours, on parle pas d'un animal sauvage à qui il faudrait donner un bout de soi pour qu'il se calme. Mais je dis souvent, les femmes jouent contre leur propre camp. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des mères, des femmes, des tantes, alors dans certaines cultures, peut-être dans toutes, hein, qui valoriseront l'idée que ça calme, ça les calme. Et ben, en fait, ces violences-là sont les plus dures, et je vous rejoins complètement, les plus dures à déconstruire. C'est-à-dire que, ok, tout le monde, on a tous l'image, on tire les poignets, on sait ce que c'est un viol. Les images qu'on voit du Hamas sont à vomir. Enfin, je me suis forcée à en regarder quelques-unes aussi pour me rappeler en fait que la réalité, c'est celle-là aussi. Cette réalité-là, à moins d'être complètement abruti, encore une fois, on est tous d'accord. Mais exactement ce que vous êtes en train de dire, cette conception du monde, cette idée que c'est comme ça que les relations humaines fonctionnent. Et ça, il va nous falloir. Enfin, je suis pas utopiste. Je pense qu'on va pas. Il y a une part de l'humanité qui ne veut pas, qui ne peut pas se détacher de de ces rituels, peut-être. Oui, parce que ce ne sont pas des rituels, ce sont des modus vivendi. C'est ça l'idée. Ce ne sont pas des rituels, des traditions, du folklore. Au contraire, ce sont des choses vitales presque pour des gens qui les pratiquent. Oui, c'est comme une petite gorgée de calva dans les biberons. Hein? Oui, l'excision, par exemple, c'est partie aussi des pratiques. Ouais, et Donc l'humanité n'est pas prête à abandonner tout ça. Elle veut bien dire que abuser du corps d'une femme, prendre possession du corps d'une femme ou d'un homme contre son gré de façon ostentatoire, ça, ok. Mais on voit bien que c'est tellement plus que ça. Quand on s'intéresse à la question des violences sexuelles, c'est tellement plus que ça. Oui, exactement. Je vous remercie pour tout ce que vous m'amenez aussi d'éléments de réflexion que je vais pouvoir continuer à tirer. C'est à cause de vous, hein. Bon, ben, je viens coupable là. Tu n'aurais pas dû consentir. Il y a toujours la possibilité d'envoyer un mail que nous renvoyons à Charline.